a voulu, à l'occasion de cette séance plénière, réunir des chercheurs qui, depuis plusieurs années, s'intéressent aux leviers dont disposent différents acteurs dans une perspective d'amélioration du travail. Donc, avant de débuter, ce que j'aimerais faire, c'est de demander à chacun et à chacune de nos panélistes, au lieu que ce soit moi qui les présente, de synthétiser peut-être leurs intérêts ou leurs passions de recherche justement en lien avec les thèmes de cette séance. Alors, je vais commencer par ma collègue Lucie Lamarche au bout. Une phrase, chère Lucie. C'était pas dans le script, non. Madame la Présidente. Une passion historique et ancienne pour le droit de la protection sociale et sa relation au droit du travail. Merci. Mélanie? Mélanie Laroche, je suis à l'École de la relation industrielle de l'Université de Montréal. Je dirais que c'est la capacité des travailleurs à se prendre en main dans les milieux de travail puis de participer à la détermination de leurs conditions de travail. So moving forward with Thomas Kochan, who's a George Maverick Bunker professor at the MIT Sloan School of Management, you're in the one sentence, passion, interest in research, in one sentence. At the moment, I'm particularly interested in the upsurge in the new forms of worker voice and traditional forms of worker voice and where we are going and how we're going to move that forward. Janice, who's a professor of labor studies and employment relations and director of workplace justice lab at Rutgers University. Tell us. I'll just ditto what Tom said and also add how we can use enforcement of labor standards to drive structure back into the labor market. Thank you. Alors, l'objectif, évidemment, de cette séance plénière, c'est de voir justement les leviers dont disposent les acteurs qui font face, souvent malgré eux, aux différentes disruptions, on dirait par un anglicisme ou perturbations du monde du travail. Donc, quels sont leurs leviers, quelles sont leurs stratégies pour faire face à ces perturbations, face évidemment à un contexte de déclin de la syndicalisation, notamment dans le secteur privé, mais aussi par des initiatives novatrices de l'expression de la voix collective des travailleurs et évidemment la proportion importante de travailleurs et de travailleuses qui sont dans des formes qu'on pourrait synthétiser, des formes non traditionnelles d'emploi ou encore qui sont parfois dans des formes très traditionnelles d'emploi, mais qui sont dans une situation de cumul d'emploi, qui présentent d'autres facteurs de précarisation. Les défis, évidemment, que soulèvent les changements technologiques et climatiques sur les organisations et justement sur les voies de changement qu'il faudra considérer. Donc, on a voulu, dans cette séance plénière, y aller avec un style un peu plus informel et souple, des traditionnels plénières où chaque panéliste fait une présentation et y aller avec une table ronde, des questions, des réponses où chacune pourra répondre à certaines questions, mais réagir aussi à ce que les autres disent. Alors, on va lancer la question. La première question sera pour ma collègue Mélanie Laroche. Alors, quand on réfléchit, on parle beaucoup du déclin du taux de syndicalisation, notamment dans le secteur privé, mais aussi des nouvelles initiatives. Quelles sont les initiatives ou les avenues qu'il faut revaloriser, considérer ou envisager pour l'avenir? C'est une grande question et si j'avais toutes les réponses à cette question-là, je ferais probablement beaucoup d'argent en consultation des organisations syndicales, mais je vais essayer quelques pistes quand même parce que il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans les dernières années là, sur cette question-là du renouveau syndical qui n'en finit plus de finir. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et quand on me pose la question, c'est quoi le principal défi au Québec? À cette question-là, j'ai toujours tendance à répondre qu'il est urgent de s'attarder au taux de syndicalisation, mais dans le secteur privé. Parce qu'au Québec, notre taux de syndicalisation est autour de 40 bon an, mal an, mais c'est grandement grâce au taux de syndicalisation dans le secteur public qui est à plus de 80 mais le taux de syndicalisation dans le secteur privé a atteint un plancher historique. On est à moins de 25 donc 23 en 2021, et ça, c'est préoccupant. Donc, plus généralement, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les défis se multiplient dans le secteur privé aussi pour les organisations syndicales et les transformations du marché du travail vont emmener une nécessaire redéfinition des stratégies des organisations syndicales, mais aussi des structures de représentation et des modèles même de syndicalisme qui vont devoir émerger dans le secteur privé. Dans la littérature classique en relations industrielles, on nous disait que le problème des syndicats, ce n'était pas tant un problème de propension
à la syndicalisation, mais plus un problème d'offre syndicale. Et des recherches récentes qu'on a menées nous montrent et nous amènent à croire que c'est autant un problème d'offre syndicale à l'heure actuelle qu'un problème de propension à la syndicalisation. Et il y a eu des ateliers hier qui ont vraiment montré que les nouvelles catégories de travailleurs, les nouveaux professionnels, les statuts atypiques ne sont pas nécessairement attirés par les organisations traditionnelles, les organisations syndicales traditionnelles. Donc, j'ai travaillé dernièrement sur le phénomène de la professionnalisation du marché du travail. Et on voit clairement une tendance là, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. La catégorie de travailleurs qui connaît le plus grande croissance, c'est la main-d'œuvre professionnelle. Et ces travailleurs-là sont très peu ciblés par les organisations syndicales. En fait, j'ai fait l'exercice d'étudier l'ensemble des requêtes en accréditation dans la dernière décennie, 2010-2020, et les syndicats n'ont pas investi ces secteurs-là où on retrouve la main-d'œuvre professionnelle ou encore les secteurs de la nouvelle économie. Ils sont très peu ciblés dans les efforts d'accréditation ou d'accréditation en champ libre, en fait. Donc, les syndicats investissent beaucoup les secteurs qu'ils connaissent, les secteurs plus traditionnels, et ils visent encore ce qu'on appelle la zone syndicale traditionnelle pour différentes raisons. Peut-être que c'est plus confortable, peut-être qu'on connaît plus ces milieux-là, peut-être que les besoins sont plus grands aussi. Mais il reste que tous les défis d'organiser les professionnels, il est grand sur le marché du travail. Revoir nos stratégies, pourquoi? Revoir les modèles de syndicalisme, pourquoi? Parce que la littérature est assez claire que les nouvelles catégories de travailleurs sont davantage attachés à la profession, au métier, et ils veulent se collectiver ou collectiviser leur action sur la base de leur métier ou de leur profession. Et ça, c'est difficile à faire dans des organisations syndicales structurées sur une base industrielle. Donc, le grand défi, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est comment on peut redéfinir nos modèles de syndicalisme, davantage le lier à une structure qui est plus liée à la profession, à l'identité professionnelle, dans une structure qui est industrielle, qui a aussi son lot d'avantages parce qu'on a la force du nombre. Donc, ça, c'est un des messages. Les autres recherches que j'ai menées avec mon collègue Patrice Jalette montrent aussi qu'il y a une urgence d'agir pour les organisations syndicales. En fait, on va présenter cet après-midi un sondage qu'on a mené auprès de 2000 travailleurs non syndiqués syndicables. Et les constats sont un peu épeurants, je dois le dire, qui sortent de cette étude-là. Et pour faire rapidement, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'il y a encore un besoin de démocratie industrielle qui est exprimé par les travailleurs au Québec. Il y a encore un besoin de dialogue social, donc d'avoir notre mot à dire dans la détermination de nos conditions de travail. Mais cette voie-là ne sera pas nécessairement syndicale. Et là, on voit clairement qu'on est rendu à souhaiter des associations professionnelles ou des regroupements liés à la profession, mais on juge très sévèrement l'action syndicale. Donc, un dialogue qui ne sera pas nécessairement syndical dans les années futures, si ce n'est que les organisations syndicales sont en mesure de se renouveler et je pense qu'elles sont capables. Les résultats de l'enquête ont aussi montré qu'il va devoir penser à des nouveaux modèles de représentation parce qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui n'ont pas le statut de salarié, de plus en plus de travailleurs qui ne sont pas visés par les organisations syndicales, qui ont longtemps été en marge des organisations syndicales. Et là, par quoi ça va passer? Est-ce que ça va être par un retour au syndicalisme plus combatif, un syndicalisme de combat, etc.? Dernièrement, on a vu que les campagnes chez Starbucks, chez Amazon ont quand même attiré l'attention. Donc, on voit que ce renforcement-là ou cette radicalisation de l'action syndicale peut correspondre à une certaine frange de travailleurs. Mais est-ce que ce modèle de syndicalisme-là va pouvoir attirer d'autres types de travailleurs, notamment les néo-professionnels? Ce que les études montrent, puis ce que mon contact avec le terrain m'a révélé, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faudra adapter nécessairement l'action syndicale dans un autre format pour intéresser ces nouvelles catégories de travailleurs-là. Et là, je pense aux cadres, je pense aux professionnels, je pense aux cadres de premier niveau. On avait des ateliers hier qui discutaient de la question des cadres. Donc, il va falloir quand même avoir cette réflexion-là du côté des organisations syndicales. Et pour moi, la solution ne peut pas passer par simplement l'émergence d'associations liées à la profession et qui vont être confinées dans les milieux de travail.
si on veut vraiment faire un lien entre le better work et le better society, ça prend des groupes qui vont être vocales sur la place publique, ça prend des groupes qui sont en mesure de faire de l'action politique, ça prend des groupes qui sont capables d'oser revendiquer des changements sociaux et ben, ce ne sont pas les associations professionnelles qui sont en mesure de faire ça, mais c'est les organisations syndicales. Donc, il va falloir atterrir sur le renouveau syndical assez vite pour qu'on puisse avoir cette action politique-là qui est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. So building, I think this feeds in perfectly on the next question that's for Janice on what Mélanie said around how unions have to adapt their strategies to increasing professionals in the workforce, new models of collective voice that resonate with categories of workers that are usually outside the realm of collective action. And I think the last point was how do we build and think of union renewal in the perspective of more of a political action. So turning to Janice, so how do we do better protect low-wage workers? Okay, so I'll just say a few things about worker organizing and about worker centers that during a time when there was a real decline in traditional union organizing, there has been an uptick in worker centers and other forms of alternative organizations. And certainly in our country, in places where public sector workers don't have collective bargaining rights, we've got really strong associations that have, you know, been doing really good work, and also in places where they do. So I agree with you about the need to organize professionals. I want to talk about another element of this, which is about the need to renovate government, not just to talk about what government does, but how it does it, and also to think about enforcement in a new way. So so in the US, there's been this exciting, what Michael Piori and I call new labor federalism, this uptick in policy at the local level and the state level, not just higher minimum wage, although that's been important, but also paid sick and safe time, paid family leave, fair scheduling laws. There's been an uptick in these forms of policy at the local and state level. What's exciting about this policy renaissance is that it isn't just trying to replicate federal standards and raise them. It's actually acknowledging gender. It's acknowledging racial exclusions. It's acknowledging the ways in which regulation has not kept up with the way that capitalism has continued to morph, and that we've got, you know, 20th century forms of labor law matched 21st century forms of firm and industry structures. It's a real mismatch. And so at the local and state level, there's a real shift, and a lot of the laws are much more work family friendly, and again, bring in people of color, particularly Black Americans who were excluded from our Fair Labor Standards Act and others in terms of domestic work, agricultural work, home care, you know, the list goes on. So the question is, okay, we have this policy renaissance, that's very exciting, but what's happening with how these laws are enforced, and how can we use enforcement to drive structure back into the labor market? So fundamentally, we have to think about enforcement differently. Rather than thinking about it as individual cases, we need those who direct these agencies, and the elected officials who appoint these leaders, and the investigators who come in to see their role very differently. And that is that they have the capacity, that they should have the remit to raise standards permanently across sectors. So that means that they should be empowered and encouraged to see their role as structural change, not just sort of batting at individual complaints like whack-a-mole, but actually, and not having the attitude, oh, the poor will always be with us, or these sectors will always be bad, but actually thinking about their role the way some unions do, which is how do you raise standards permanently across the sector? How do you find the leverage? How do you do that? And that requires a different mindset, not a neutrality mindset, not an I'm an umpire mindset, but a mindset that says, I'm going to aggressively enforce workers' laws. So that's one thing I wanted to say. And so to me, we've been, you know, kind of
we've had a series from the progressive era. In our country, we had Woodrow Wilson, who separated administration and politics and sort of said that needs to be professionalized and neutral. We had Taylorism, now new public management. I feel that we've never had our own theory of the case about governance and a way of talking about governance differently and thinking about governance differently. And this is our, when we talk about labor standards enforcement, to me, it's part of this larger question about how do you renovate government? And if you think about it, the New Deal interregnum was a moment when agency officials felt that they were part of a mission. And that's what I feel like we have to get back to. So now, do I have time to just? Sure, Okay. yes. So a couple things about this. One is, I know that people have heard, I know what I was going to say. So in the US, we would kill for 26% unionization in the private sector, just saying. In the US, 94% of workers in the private sector are not unionized, right? They don't have a collective bargaining agreement. So they're completely dependent on public laws and public enforcement. That's what the stakes are here. So if we don't pay attention to how we can use enforcement to empower worker organizing, to support worker power building, to create opportunities for constituencies of workers to speak for themselves, to speak on their own behalf, to create structures for them to work with agencies, we're missing a huge, we're leaving enormous power on the table and capacity on the table. So what does that mean? One is we have to work with agencies to show them the mismatch between where complaints are coming from and where the biggest problem in terms of underlying rates of violations are. We have to focus on those sectors. And that means that we have to work with them on embracing a new approach. And strategic enforcement is not just a data-driven enterprise. It's also about triage. Because what agencies tell us is they can't make room for targeting sectors and doing proactive investigation because they're overwhelmed by complaints. They have to be able to say no. They have to have the power to do company-wide investigation. They have to be able to go up the chain. They have to be able to do, a number of other legal strategies. So that's one. Second is co-enforcement. So that's the idea that if you really want to know what workers know, if you want to tap into the tacit knowledge they have about how firms are operating and how violations are occurring, you have to be able to talk to them and gain information. But they're not particularly undocumented workers and other workers who feel very vulnerable for fear of retaliation, particularly if they're undocumented, are not going to come forward. So then you have to work with organizations that have their trust. They're not going to talk directly to government. And that's where co-enforcement comes in. But it's also that worker centers, unions, legal nonprofits are in deep relationship with these groups. And so it's not just that they should be involved in know your rights training, although they should. It's that also they should be actively involved in strategizing, in sectoral enforcement, in partnership with agencies to target certain sectors, to think about investigations. At every step along the way, they should be participating in one way or another. Now, am I saying that they should do everything the state does? Of course not. I'm saying that there's a role for them to partner with the state. And in order for that to be real, they have to be resourced, they have to be recognized and legitimated, and there has to be information sharing, right? Because the worst thing for the organizations is when they get a group of workers to come forward, and then the agency says, thank you very much, and then doesn't tell them anything for the course of the investigation, because that also makes them lose face with the workers. And the absurdity is they'll say, we're protecting the confidentiality of the very workers that you brought to our agency. That's absurd, right? So that's co-enforcement. And then finally, local enforcement. One of the really fascinating things that's happening in the US is there's been this, this blossoming of local enforcement and these offices of local, of labor standards enforcement. So that's like a third level of federalism. And there's all kinds of opportunities and possibilities through that local enforcement that didn't exist before, particularly, as I say, around these more work and family friendly and domestic worker, day laborers, gig worker kind of policies and governance. But again, for it to be real,
it has to involve the workers themselves in developing enforcement strategies that work. Thank you very much. Là, maintenant, je vais passer à Lucie Lamarche, puis j'ai envie de commencer avec l'expression que Janice a utilisée de comment on rénove le gouvernement. Hein? Comment on rénove le gouvernement dans une perspective de protection sociale, dans un contexte de diversification de la main-d'œuvre et des statuts. C'est quoi on dirait en anglais, les shortcomings, hein, eu égard à la protection sociale, puis peut-être quelles sont les avenues, justement, dans cette perspective de rénovation que l'État devrait considérer. Merci, Dalia. Félicitations pour ce panel spectaculaire. Alors d'abord, enregistrer ma complainte traditionnelle, j'ai toujours trouvé que le dialogue était un brin anémique entre le monde du droit du travail et de la protection sociale. Alors, quelle aubaine d'être ici ce matin. Je vais t'offrir une réponse dans une perspective canadienne avec un petit chiffre de l'OCDE. Le Canada se situe sous la médiane des pays de l'OCDE lorsqu'il s'agit de considérer ce qu'on appelle les cash benefits qui sont à la charge de l'État ou des mécanismes de protection sociale. Donc, quand c'est l'État qui paie, on est sous la moyenne. Par contre, quand il s'agit de bénéfices qui émergent de contributions mixtes, État, employeur salarié ou employeur salarié, on passe au-dessus de la moyenne au CDE. Donc ça veut dire que l'intimité entre la présence au travail et la contribution à des mécanismes de protection sociale a toujours été très importante au Canada. Donc, il faut voir ça largement. Pour aller à l'essentiel, je vous demanderais de garder à l'esprit deux cases traditionnelles, hein, les régimes où les employeurs et où les salariés contribuent, puis ceux où c'est essentiellement l'État. C'est très clair que l'émergence ou l'accroissement des, appelons-les, les non-standard workers, je sais que c'est vous les experts qui avez 1000 définitions à offrir à ce terme, mais l'émergence des non-standard workers fait en sorte que c'est concurrent à des phénomènes que l'on constate, notamment les difficultés croissantes d'accès au régime assurantiel. Deux exemples, les employeurs et les employés contribuent au régime canadien d'assurance-emploi. J'ai toujours détesté cette expression, j'aime mieux assurance chômage, et on est à moins de 40% de retour au bénéfice des chômeurs. Autre exemple, les régimes complémentaires de retraite, pas la base publique, mais celle qui est issue d'un régime collectif construit sur le lieu de travail. On est aussi à moins 40% et on ne rentrera pas dans les détails de la forme ici. Et une décroissance aussi du bénéfice des assurances privées, collectives privées. J'insiste sur le mot collective parce que c'est un peu ce qui distingue finalement la forme de protection sociale qui est liée à la présence en emploi traditionnel. C'est très clair qu'aujourd'hui, on peut dire que les régimes de type contributoire ou assurantiel répondent plus, moins, peu aux besoins des travailleurs. Un autre exemple, c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est un petit peu plus généreux dans le reste du Canada. Régie des rentes du Québec, hein, notre régime public de retraite, c'est absolument, la moyenne payée est absolument anémique, hein, 626 $ par mois pour les hommes et un petit peu moins pour les femmes. Donc, on sent qu'il y a du décrochage entre le modèle du travailleur classique et les réponses de la protection sociale. Notons aussi que ce sont des régimes qui coûtent très cher aux travailleurs autonomes, qu'ils soient ou qu'ils doivent ou qu'ils puissent contribuer à ces régimes. Et contrairement à ce qu'on voit souvent dans une littérature que je qualifierais de plus intuitive que scientifique, c'est pas seulement le statut d'emploi, c'est les nombreuses réalités derrière le statut d'emploi qui expliquent ce décrochage. Par exemple, les présences discontinues sur une ligne de contribution, hein, ce qu'on appelle le calcul des annuités, les cumuls d'emplois, le droit à l'art de ne pas pouvoir imaginer la complexité des statuts d'emploi lorsqu'il s'agit de protection sociale. Alors, il y a des trous dans le fromage partout
ce qui fait qu'on est toujours un peu à côté de la plaque et on ne parle pas ici, évidemment, des travailleurs qui n'ont pas ou revendiquent en vain le statut de salarié, qui demeure un peu la pierre philosophale de l'affaire, hélas, peut-être aujourd'hui, en matière de protection sociale. Or, au Canada, les pauvres travaillent de plus en plus. Alors, working poor, vieille expression, réalité statistiquement croissante. Si vous consultez les chiffres, les statistiques du régime de dernier recours, hein, l'aide sociale, il y a de moins en moins de personnes et significativement moins de personnes qui bénéficient de l'aide sociale. Ça veut dire que la cohorte des working poor s'accroît tout le temps. Ça, c'est shortcomings. Ça ne fonctionne plus. C'est brisé. Ça décroche. Mais il se passe quelque chose. Que se passe-t-il? Il se passe une nouvelle réponse de l'État. Ça s'est construit petit à petit, mais on est un peu à un petit sommet, là, un pic. Ce sont le recours vers les social tax expenditures, hein, les dépenses sociales de type fiscal. Alors là, je ne sais pas si vous êtes de ceux et celles qui lisez le guide quand vous faites votre rapport d'impôt. Pas excitant, mais je vous recommande cette lecture quand même, parce que vous allez voir qu'il y a toute une série de mécanismes qui ont vu le jour dans les dernières 20 années, plus ou moins, et qui consistent à maintenir la tête des working poor, quel que soit leur statut d'emploi. Ce n'est pas important le statut, c'est le revenu qui compte maintenant. Donc, de maintenir la tête des working poor au-dessus d'une ligne de pauvreté qui, au Canada, est maintenant déterminée par la loi. Crédit remboursable, crédit non remboursable, déduction, et qui opère dans différents champs, le champ de la consommation, le champ de la famille et bien sûr le champ de l'incitation au retour, mais surtout au maintien au travail. Donc, il apparaît que les deux piliers de la protection sociale au Canada ne sont plus payés par l'État ou démogrants ou démogarantie ou dernier recours et occupational ou assurantiel ou professionnel, mais bien professionnel ou dépenses fiscales. Alors, il y a vraiment, c'est pour la seule année 2020, on parle de 40 milliards de dollars. Et là, on ne parle pas des classiques tax breaks qui sont destinés, la critique, vous la connaissez, à la classe moyenne supérieure. Le cas, par exemple, de la déduction REER, ce n'est pas de ça dont on parle de programmes ciblés, spécifiques, destinés largement aux working poor et surtout aux working poor avec famille. La chose spectaculaire, c'est que les bénéficiaires concernés n'ont aucune idée, et je le dis sans mépris, aucune idée de ce qui se passe, d'autant que certains crédits sont versés automatiquement dans le compte de banque. Sur le plan de la forme, c'est intéressant de voir qu'on brise à l'évidence le principe de solidarité qui est à la base, hein, de collectivisation, solidarité qui est à la base. On peut retourner à l'Organisation internationale au début du 20e siècle et aux conventions de protection sociale, collectiviser le risque, solidariser le paiement, assurer sa pérennité, la participation, la transparence. It's gone. Parce qu'il n'y a rien de plus individualisant que de recueillir une forme de protection sociale. 40 milliards de dollars dans le budget canadien, ce n'est pas des cacahuètes, ce n'est pas insignifiant, mais c'est profondément transformateur. Donc, puisqu'on a ces deux piliers, je ne sais pas si Dalia veut que je garde mon punch pour la fin ou que je poursuive. Tu peux poursuivre, tu es sur une bonne lancée. Tu me laisses poursuivre? Oui. Il y a un espace ouvert, très ouvert, qui est l'espace de l'épargne individuelle. Parce que de deux choses l'une, ou vous faites partie de cette cohorte de working poor, working poor, et on n'est pas très intéressé de savoir c'est quoi votre statut. Alors, je le dis en toute amitié pour le monde du travail, c'est pas pertinent quand il s'agit de la protection sociale contemporaine, ou vous faites partie de cette autre cohorte que Mélanie évoquait, celle qui s'autonomise, se professionnalise et cherche d'autres avenues
que les avenues syndicales pour se reconnaître, améliorer son sort, acquérir un statut, etc. Or, elle ne souhaite pas tant acquérir un statut aux fins de la protection sociale, elle revendique son autonomie. Et là, l'épargne individualisée, c'est spectaculaire. Je vous invite aussi, un autre truc excitant, à consulter les sites web des compagnies d'assurance et fiducie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de génie là et il y a une multitude de produits d'épargne individualisée qui sont offerts non seulement à la cohorte qui en a les moyens et qu'on traite divisément, individuellement, mais aussi aux employeurs de la cohorte qui n'a pas les moyens et qu'on traite non pas comme des employeurs, mais comme des courtiers d'épargne individualisée. Et il faut bien reconnaître que certains syndicats sont des courtiers d'épargne individualisée. Alors là, ça pose un problème important parce qu'il y a un choc invisible. J'en suis un peu triste, ça doit paraître dans mon propos enflammé, mais il y a un choc invisible entre le droit du travail et celui, pas très excitant, j'en conviens, mais vachement important au quotidien dans la vie des personnes et des travailleurs. Voilà deux mondes qui ne se parlent pas et il y a une dominante qui est en train de s'installer sur un marché qui est le marché non pas du statut du travailleur, mais du revenu d'une personne. C'est plus important, le statut, c'est est-ce que vous avez ou les moyens d'adhérer à des véhicules individualisés d'épargne, tant les acteurs publics que privés s'en mêlent. Et si vous ne les avez pas, l'État, dans une forme totalement différente, qui n'est pas la législation sociale classique, mais la loi de budget, la législation fiscale, trouve ad hoc, de manière fort peu prévisible, fort peu compréhensible, des solutions pour tenir la tête des working poor un petit peu au-dessus de la ligne d'eau. Bonne nouvelle, ben c'est à voir. Hein? On peut dire, je suis assez inquiète de cette désolidarisation systémique, mais je me dis aussi, me situant un peu dans le prolongement du propos de Mélanie, qu'il y a quand même des espaces ouverts. Et on voit que, je pense aux artistes, je pense aux travailleurs, travailleuses du milieu communautaire, qui est un secteur d'emploi important, probablement plus au Québec que dans le restant du Canada, mais généralement important. Si l'espace de l'épargne individualisée, financiarisée est disponible, il n'y a pas de raison de croire que peut-être en fonction d'un autre facteur d'identité que celui du statut de travailleur, mon identité professionnelle, un regroupement de problèmes communs, on puisse mobiliser, resolidariser et coopérativiser, est-ce un verbe, cette épargne individuelle. Pour l'instant, cela se produit de manière très sotto-voce et je pense que le monde financier rigole beaucoup. Alors, c'est comme si on avait un 2.0 du modèle Singapour 1.0 de l'époque des Chicago Boys, mais c'est un 2.0 parce que, avec des intérêts très divergents, milieu mieux nantis, professionnels plus que leurs équipes, qui revendiquent d'ailleurs le droit de faire des choix, qui dit être accablé par les contraintes des contributions obligatoires, mais aussi ceux et celles qui sont dans une situation précaire. L'espace est ouvert, mais il n'est pas politisé. On ne le voit pas. Ce n'est pas très excitant, mais ce n'est pas très excitant de ne pas pouvoir payer son loyer non plus. Donc, je pense que cette rencontre doit être encouragée. Merci infiniment, Lucie. I'd like now to turn to Tom Kochan. And when we discussed, we talked about how technology would or would not, we likely know the answer, shape the future of work, and also how, what role for employee voice on how this technology is created. But before answering that, I'd also like to let you the opportunity to maybe react to whatever your colleagues said if you feel like it. So go right ahead. Well, thank you very much, and congratulations to the organizers of this wonderful network of researchers and bringing people together from around the world. This is amazing and an enormous accomplishment. And
Janice and I were talking, we're just pleased to be part of this. And it comes at such an important time. We are at a point where what we might call inflection, questioning, transformation are all of the changes that are happening, both in technology, but now particularly in the United States, in Canada, and around the world, workers beginning to exercise voice in ways we haven't seen in decades. And it's up to us to help figure out what's going on, but then up to us to also not just as academics think about what's going on, but to ask, how can we sustain this? How can we make it a transformational moment? So I can't think of a better time for all of us to come together to engage in this discussion. And the comments that I heard, I am going to build on Melanie's point around supply, not is the problem, not demand. And then Lucie, it's a really interesting point that there are maybe some open spaces here. Absolutely, there are open spaces, and Janice mentioned some of them in terms of new strategies for governments, government organizing, its enforcement activities, working in co-enforcement with local actors. Janice is our world's expert in how to do this and in helping to build that local capacity in worker centers and in other forms of worker mobilization that are happening, particularly around racial justice and racial groups and gender focused groups and groups that have other forms of social identity. And our field is one that our colleague here, Tammy, has criticized for not addressing those issues effectively. And she's absolutely right. And we've got to figure out now, in this moment of potential transformation, how we can take advantage of these changes. And so let me talk a little bit about some of the work that we've been doing on this. And the first question that I was asked to address is, what about all this stuff about technology? You know, okay, I come from MIT. I'm supposed to talk about technology. I will. And I won't talk about it in the way that people might expect from MIT, because we had a task force on work of the future that was put together with some of the best roboticists, AI specialists, economists, management people, political scientists, and so on, to ask this question of, what is technology going to do? Is it going to shape the future of work? The answer to that question is no. And this came from the technologists as well as the rest of us on this task force, that technology doesn't determine anything. It's not deterministic. It's shaped by the people who have control over the key decisions around what is the problem that we're trying, or problems that we're trying to solve with technology, and then how do we design it, and who controls that design process, whether it's the AI algorithms or the robotic designs, and how is it going to be introduced into the workplace, and what role do we have for worker voice? And so that took about 2 years to get consensus around that point. It's not deterministic, and it really depends on who is going to be involved in shaping those decisions. So that's point number one that this group came to. Point number two is, it's not going to be a shortage of jobs. Technology isn't going to eliminate all work, but it's going to change how we work. And it is changing how we all work, as we all know. Everybody in this room is affected by technology. Everybody in the workforce, essentially, one way or another, is working with new forms of technology. And so it's the quality of the jobs that we generate by using these tools of technology, which will really determine where the nature of work is in the future. And so then it comes to this question of, how do we bring about the institutional and organizational changes, need to make sure that we use technology effectively to improve the quality of jobs. And there, the answer is that we need big institutional changes, that the traditional way the technology is introduced, some vendor or university laboratory or IT group within a corporation comes up with a solution to a problem and then sells it to the executives and says, this is going to solve our problem. Whether in fact they know what problem we really need solved is another question. And then they start to try to design it and implement it
And then at some point they say, do we have the right skills in the workforce? Do we have too many of the old ones, not enough of the new ones? And how do we train? By that time, it's too late. And so there's an alternative approach that says the way in which we have learned from the 1980s in the auto industry to this idiot, I shouldn't say idiot, he's my favorite CEO, Elon Musk, in his work at Tesla. He said, I'm going to automate these factories and I'm going to have the most automated operation. And then about 2 years later, when he couldn't get his Model 3 out the door, he said, humans are underrated. Well, he underrated them. That problem permeates American management less than, I think, European management, because you have stronger institutions that require workers to have a voice. And so we have seen through a lot of research that the way in which we get the most out of technology is by integrating it with the way in which work is organized. And that means you have to have worker voice. That means you have to bring them into helping define what the problems are. And I heard Gerhard Bosch's presentation this morning, talking about how the works councils and how IG Metall is active in that arena in helping to define the problems, bring worker voice in early on, and you get better results. But it requires institutional change. Unions have to get engaged in it. You have to train the union leaders to understand how they can play a new role. We're way behind on that in the United States. We have some efforts to change that. I'm working with the FL-CIO Technology Institute. We have an online course on what worker representatives need to know about how to bring about change in technology and how to play a more active role. But we have a long, long way to go to bring those principles to bear in the use of technology. So I think it's a critical issue and one we need to address. Let me just end with a few words about this sort of upsurge in worker voice that we're all experiencing. And Janice and I are involved in a big project with a network of colleagues to work on this. So I'm just giving a preview of some of the things that we have found. We found, obviously, and this goes to your supply demand, that in the United States, there's a voice gap. There's people who say they need and want a greater voice at work on not just wages, hours, and working conditions, but on technology, on respect at work, on dealing with harassment, discrimination, on dealing with scheduling and training. The modern issues today cut widely across way beyond the traditional stuff of collective bargaining. That's very important, but so are these other issues. So our challenge is then, how do we address this broad array of issues, and what forms of worker voice make sense to make progress on this? So we did a survey that Alex Hertel-Fernandez, who is a great colleague at Columbia, he's in the Biden administration for a little bit, I hope only a little bit, because we need them back. But in any event, designed a national survey to say, well, what forms of representation do workers want today? And what do we learn? Yes, they still want collective bargaining. There's no question about that. And they're open to ideas about collective bargaining at the sectoral level as well as at the firm level. That's number one. But number two, they also are open to different forms of worker voice, whether we call them works councils. Of course, we didn't call them that in the survey, but we described it. And they are endorsed, not quite, but almost as strong as collective bargaining. Board representation. Workers recognize that's where the power is. That's where they need to have a voice. How we get there? Well, we've got a long way to go. And they want a voice right down there at the workplace, right where they experience it. And I'm not sure I have the right person. I don't want to talk about who mentioned it in the session this morning, but these small groups of workers who are now talking about how are we going to adapt to the work at home and the flexibility. They will work it out themselves together if given the opportunity. And that means we have to open up our institutions to more flexible forms of participation, not solely, because that's not enough. But if we don't listen to those workers and we don't engage them, we won't make progress. My final point is, what does this mean for institutional change? Well, the labor movement has a lot
to learn from the workforce. If they would listen to the workforce, to your survey of professionals, to the evidence about workers wanting a voice right at the workplace, and to the, in the US, we had, and to some extent here in Canada as well, this revolution of workers at Starbucks. Well, they are telling the labor movement, yes, we want to unionize, but we want to have a voice. We want to shape the next generation of whatever the labor movement's going to look like, and we want to lead it. And so the labor movement has to figure out how to engage them, support them, and empower them in ways that don't just try to control them. That's a tall order for the labor movement. And then we need to do a variety of other things, but I'll talk a little bit about employers a little bit later. There's a lot to talk about there. But I think it's an exciting time. I'm worried that we don't have enough unrest yet in the workforce to really make it a transformational moment. So maybe we should all be out there on the barricades. I don't know if that's our role or not, but we need to continue to hear workers express voice in new ways to demonstrate that they are committed and they're willing to engage, but they've got to be given the opportunities to do so. Thank you very much. Peut-être justement en construisant sur ce que Tom Kochan a dit, Mélanie, je me tourne vers toi. Tom Kochan nous dit que la technologie n'est pas surdéterminée, mais qu'elle est déterminée par les personnes qui la designent finalement. Bien, quand on pense à la crise climatique, elle est plus susceptible, disons, de nous surdéterminer à moyen terme. Donc, dans cette réflexion à laquelle on doit accélérer, de mon point de vue, de ce qu'on appelle de plus en plus se tourner vers une transition juste, peut-être on se tourne vers toi pour réfléchir à quel est le rôle des syndicats dans ce contexte-là. Hier, on avait une séance très intéressante sur la question de la transition juste et il y a eu une discussion sur cette expression-là en soi de Just Transition, transition juste. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les travailleurs de certaines industries se reconnaissent dans ce qui devient de plus en plus un slogan? Qu'est-ce qu'on en fait? Et le rôle, justement, des syndicats dans ce contexte-là de traduction, peut-être des enjeux et de comment ils doivent être pris en compte collectivement. Ben, je pense que le concept de transition juste est en train de faire sa place là, sur la scène internationale. Puis pour moi, c'est loin d'être un slogan. Je pense que c'est la base même de la démocratie industrielle. Parce que ne serait-ce que la crise climatique, mais aussi tous les autres enjeux, les autres transformations du marché du travail qui ont cours actuellement, vont emmener une redéfinition du travail. Puis dans cette redéfinition-là, ben, il faut que la transition soit effectivement juste, qu'on tienne compte des intérêts des travailleurs et qu'on ne crée pas simplement des emplois, mais qu'on crée des emplois de bonne qualité et qu'on essaie de protéger mieux et socialement mieux les travailleurs. Donc, pour moi, le concept de transition juste, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut se diriger vers un nouveau marché du travail, mais un nouveau marché du travail qui va réellement répondre aux intérêts des travailleurs et pas seulement aux intérêts des entreprises. Mais cela dit, sur cette question-là de la crise climatique, je dois dire que je me sens un peu imposteur parce que je ne suis pas l'experte au Québec de la crise climatique et des stratégies syndicales, mais j'ai le bonheur de diriger la recherche d'un étudiant de doctorat qui est très autonome par ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit « je dirige ». Je travaille avec Jonathan Michaud qui fait sa thèse de doctorat sur la crise climatique et les stratégies syndicales. Je participe aussi avec la FTQ et le comité environnement sur un projet qui vise justement à mettre les milieux en action. Donc, comment on fait pour prendre des travailleurs dans des usines partout au Québec et les mettre en action sur cette question-là? Et on a organisé l'été dernier avec le CRIMT, l'Université de Toronto, l'Université de Montréal, avec mes collègues Yann McDonnell et John Peters, une école d'été sur crise climatique et avenir du travail. Et c'est les grands constats qui ont émergé de cette école d'été-là que je voulais livrer parce qu'il y a quand même eu des constats très riches qui sont ressortis de cette école-là et différentes pistes d'action aussi que les syndicats peuvent utiliser là, pour revitaliser leurs actions. Le premier grand constat qui est ressorti de l'école, et vous allez peut-être me dire que c'est pas mal évident, mais je pense que tout le monde était d'accord pour dire la transition, en raison de la crise climatique, va se faire avec ou sans les syndicats. Donc, ils sont mieux d'embarquer dans le train parce que ça va se faire sans eux s'ils ne se décident pas à bouger en matière de crise climatique.
Donc, ils doivent faire partie de la lutte et ça, je pense que dans la plupart des organisations syndicales, on a réalisé. Mais un des problèmes majeurs qu'on a constaté durant cette semaine-là, puis ça revenait souvent, cette thématique-là, c'est que le discours autour de la crise climatique, c'est un discours qui est confrontant et c'est un discours qui est complexe aussi. Et là, ce qui s'est passé dans les organisations syndicales, c'est qu'on a formé des experts en matière de crise climatique. Et là, il y a une poignée d'experts dans des organisations syndicales qui se rencontrent dans des réseaux intersyndicaux, qui échangent entre eux. Ils sont devenus vraiment les détenteurs des connaissances et des compétences en matière de crise climatique. Et là, quand ils essaient de transmettre ces connaissances-là aux milieux locaux qui, eux, doivent se prendre en main et eux doivent passer à l'action, mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce que ce discours-là, il est aussi culpabilisant. Hein? Quand on utilise cette voie-là, puis quand on essaie de dire aux gens, bien là, vous savez, on est déjà en retard, on est déjà trop tard pour passer à l'action en matière de crise climatique, les gens se sentent confrontés, les gens se sentent souvent coupables. Donc, il faut dépasser ce stade-là et il faut emmener les gens à réaliser que dans les milieux, on a ce qu'il faut pour passer à l'action, mais il faut accompagner les milieux encore une fois. Donc, il ne faut pas que ce soit des stratégies qui soient top-down, il faut que ce soit des stratégies qui viennent des milieux. Donc, il faut accompagner les groupes, leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent identifier eux-mêmes, à mon avis, par où ils peuvent prendre ce gros morceau-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans un projet de recherche. Donc, on va travailler avec les milieux pour voir comment ils peuvent réellement penser les stratégies de décarbonisation des milieux de travail, comment ils peuvent faire, puis par quel bout ils peuvent prendre cette problématique-là. Puis cette question-là de l'expertise développée dans les organisations syndicales, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Hein. Au contraire, là, ça prend des gens qui réfléchissent à cette question-là. Mais ça a souvent été un piège dans les organisations syndicales. Puis j'oserais même dire que ça a été vrai, c'est vrai en matière de crise climatique, mais c'est aussi vrai en matière de justice raciale, puis c'est aussi vrai en matière d'égalité professionnelle. Donc, on a des experts syndicaux sur des sujets très pointus dans les organisations syndicales et on a de la difficulté à démocratiser cet enjeu-là au sein des organisations syndicales parce que ce n'est pas embrassé par une masse critique là, dans les organisations. Donc, ça reste assez confiné. Et c'est probablement une des stratégies syndicales qui l'explique, c'est-à-dire qu'on a créé dans le passé beaucoup de out-groups qui se sont intéressés à des questions très particulières, très pointues, notamment la justice raciale, mais aussi l'égalité professionnelle. Et on a eu de la difficulté à faire de ces enjeux-là des enjeux qui sont vraiment transversaux dans les organisations. Il y a différentes pistes d'action qui ont été identifiées durant l'école d'été et je me permets d'en souligner quelques-unes. La première piste d'action, et moi, ça a été une surprise, mais on a vu qu'il y avait des liens très, très étroits entre la question de la crise climatique et la santé-sécurité au travail. Donc, on en discutait, il y avait un atelier ce matin, puis on a vraiment mis en évidence que le réchauffement climatique allait apporter des enjeux nouveaux dans les milieux de travail. Le réchauffement en milieu de travail, comment on va gérer les contraintes thermiques. Les catastrophes naturelles vont aussi emmener des nouveaux défis dans les milieux de travail. Donc, comment on va faire et on devra les adresser en matière de santé et sécurité au travail parce que c'est devenu des enjeux qui sont incontournables. Et là, la bonne nouvelle, c'est que dans les organisations syndicales, du moins au Québec, les structures de santé et sécurité sont très fortes, sont très bien organisées dans les syndicats locaux pour agir en matière de santé et sécurité. Donc, pour moi, là, c'est une voie qui est assez claire pour convaincre les travailleurs de se mettre en action, de mettre en évidence à quel point les risques en matière de santé et sécurité allaient s'aggraver et comment notre structure santé et sécurité peut embrasser ces nouveaux enjeux-là. Autre piste d'action qui a été identifiée, c'est toute la question du débat public, la capacité des organisations syndicales de faire rayonner ces problèmes-là plus largement que dans les milieux de travail. Donc, on a des exemples assez récents là, ici qui montrent qu'une fois que l'opinion publique se met en marche, ça peut faire bouger les choses, ça peut au moins forcer le débat, mais chose qui est certaine, c'est que dans toutes les organisations syndicales, on n'échappera pas à ce devoir-là d'éduquer non seulement les membres, mais aussi plus largement la population sur les risques que comportent les grands, les industries polluantes, les risques que ça a sur la santé, etc. Donc, on devra faire cette stratégie-là d'éducation et de mobilisation plus large. Autre piste d'action qui a été mise en évidence,
On a étudié toute la question du militantisme actionnarial aussi dans le cadre de l'école d'été. Donc, l'importance de faire valoir nos droits de vote dans les conseils d'administration, toute la réflexion sur les caisses de retraite. Au Québec, c'est un véhicule qui est très fort, mais c'est aussi vrai dans d'autres pays. Mais comment on peut se responsabiliser et faire en sorte que notre investissement en matière de retraite, ce ne soit pas dans des industries polluantes. Donc, les travailleurs aussi peuvent se mettre en action sur ces questions-là. L'autre pôle, l'autre levier qui a été mis en évidence, c'est toute la question de l'action politique syndicale, mais aussi des investissements et des demandes pour investir massivement dans les services publics qui sont considérés comme des solutions alternatives à la crise climatique qui sont davantage ou mieux jugées que les solutions qui pourraient venir, par exemple, du marché. Donc, l'investissement dans les transports publics, notamment les investissements dans le système d'éducation qui vont devenir un incontournable pour faire face à cette crise. Bref, il y a plusieurs avenues qui sont possibles, qui s'offrent aux organisations syndicales. Ils doivent évidemment devenir un syndicaliste de proposition sur ces questions-là. Ils doivent oser proposer leur propre scénario. Et je pense que c'est ce que les organisations syndicales font en proposant leur concept de transition justement. C'est leur agenda autonome. Je pense qu'ils mettent de l'avant cette nécessité-là de repenser le marché du travail et de le repenser en ayant en tête les intérêts des travailleurs et leur protection sociale pour que les travailleurs puissent tirer leur épingle du jeu de cette transition-là. Puis, on avait une discussion ce matin dans un atelier. Il ne s'agit pas juste de créer plus de jobs. Ce n'est pas d'éliminer des jobs dans des industries polluantes qui offraient 30 $ de l'heure puis de les envoyer travailler au McDonald's. Ce n'est pas ça la question. Quand on réfléchit à la requalification, à la transition, il faut que les syndicats soient là pour oser revendiquer un plan adéquat de requalification de la main-d'œuvre, quel type de compétences on va avoir besoin dans les nouveaux emplois verts. Donc, quand on pense à créer des emplois verts, mais le réflexe qu'on doit avoir, c'est comment on va les créer, comment on va faire cette transition-là pour qu'elle soit harmonieuse, comment on va prendre des travailleurs et faire en sorte qu'on puisse leur donner les compétences nécessaires ou les requalifier pour qu'ils puissent être en mesure d'aller dans ces nouvelles industries-là et que les nouveaux emplois qui vont être offerts aux travailleurs soient des emplois de qualité. Merci beaucoup, Mélanie. So now maybe turning to another group of actors and turning to Tom Kochan, what do employers need to do to make work better? And maybe if you can help us with a couple of high road practices to tell us what should be done. Well, I think we have done a lot of work on high road practices. And we know that it is possible to compete in our wide array of industries on the basis of having high productivity, good wages, high quality jobs, and engagement of the workforce. And so the evidence is very clear that it's possible. But then there's the other problem that you can also compete on the low wage model, not in all industries, but in many, many industries where the bulk of the workforce is, by keeping wages low, by controlling the workforce, by letting turnover be high so that your costs don't go up because you're not training people, you're just moving them through, and by controlling the workforce by not giving them any room for organizing. And so it's the competition across these two that is the big, big puzzle. Why don't we see more high road firms move forward and begin to dominate if we know that this is possible? And I think the reason is that it is harder to manage in that way, and it means that you have to share control. So what are some of the elements of a high road strategy? Well, it clearly starts by selecting people who have the interest in being engaged in continuous improvement and enough skills in order to, and knowledge and training in order to participate effectively at the workplace. That means as educators, we've got to prepare the next generation and the current generation of workers for high involvement at work. And that's something that falls on our shoulders. But then once people are at the workplace, there has to be a continuous investment in education and training and workforce development. And there's all kinds of panels
in this conference about that. It's not just training at the beginning or training in episodic ways, but we have to give workers the opportunity to continuously upgrade their skills and adapt to the changes in technology and changes in work process, new products, new services that the organization develops. Then we have to have flexible enough work systems so that they can put those ideas and their training to work, so that they can continuously improve at the workplace, work in teams. We've done a lot of work out at Kaiser Permanente, and I see Adrian Eaton is here, and we've documented the value of engaging people in what they call unit-based teams. But basically, they are teams of workers, nurses, supervisors, docs, technicians, all looking at how they can improve the operation. And it's through those processes, we're putting the skills of the workforce, the ideas of the workforce to work in continuous improvement. And then finally, we have to have forms of labor management relations that allow people to really share in the benefits of these processes. So we have to have modern tools of negotiation that engage people in processes of problem solving as well as hard bargaining, but that in the end, there's a sharing, whether it's through productivity sharing, profit sharing, or simply traditional wage structures, but that they are able to share in the benefits of the contributions that they are making. So these high road strategies are pretty clear. Now, why don't they diffuse? Well, they've got competition from the low road. There's a new book coming out. I shouldn't be promoting books, but it's not mine. It's called Still Broke. Interesting title. It's a study of Walmart by a very good journalist, essentially, Rick Wartzman, and it's going to come out next week, I think. But he studied Walmart, and I use that as an example because Walmart's always been my, prototypical low road employer, and that's great. It gives me good examples. But they've been trying over the last couple of years to move sort of toward a high road. They've invested a lot in training. They've raised wages, largely because of the fight for 15 and the pressure from the labor market, not because they like to raise wages. But they have raised wages somewhat, still not enough to make a living wage. Many of their workers are still on social assistance, but they've tried to improve the wage structure. They've tried to use technology more sensibly in their organizations. They've tried and they have made progress in even improving scheduling. Not as much progress as they should, but progress in making schedules more known earlier and more regular. And that really has a big effect on workers' lives as well as on productivity, as researchers, a large number of good research groups have shown. So Walmart's making progress. They're moving there, but the bottom line of this book is, but they won't get there unless there's stronger government policies, because they still are not paying enough to make living wages, and they still are fighting unions. And so they're not opening up to worker voice of any form. And so that's the problem. What do employers need to do? They need to get on with implementing high road strategies that they know are possible. They have to sustain it long enough to make transitions if that's where they have to make those changes, because they're gonna experience costs before they get the benefits. They have to really believe in it, and they can't get there on their own. That's the Walmart fallacy. They've got to engage the workforce, and that means they got to stop being with this knee-jerk and ideological reaction in the United States, at least, of employers to fighting unions as a natural strategy or part of what management does, and start to ask, how do we compete and how do we manage in an environment of worker engagement? And that can be the form of union management relations and partnerships like we've studied out at Kaiser. It can be engaging workers in the various kinds of caucus groups or identity groups that many organizations have, but listening and engaging them effectively and making sure that their rights are respected, that it's not just top management listening and then going off and deciding what they're going to do about these issues,
but that it's really the form of respectful partnerships and engagement. And so that's, I think, the challenge. Now, I'll end why I think it's a big challenge. I'll go back to Starbucks. Here you have these baristas now. There's about 6,000 baristas who have been certified, and their colleagues at Starbucks, almost 300 workplaces. But there are 9,000 workplaces at Starbucks. So they got a long way to go. And here you have this CEO, another one of my favorites, Howard Schultz. He speaks very highly of you. Yeah, I know. We were together once. Anyway, at an event where he was being interviewed by the New York Times reporter in an auditorium like this, it was about him coming back to save the company from this outside force called unions, because he treats them, his employees, like partners and so well, and in some respects the conditions are not that bad. It's not just wages and hours that they're fighting about. They want respect and they want real engagement. And so, but he said, I'm not anti-union. And then about 2 questions later, the smart reporter said, well, would you ever think of working with these unions that are trying to organize rather than just fighting them? No. That's the problem. We have management that it says it's not anti-union. Of course, they're not anti-union if it's your company or some other industry. But when it comes to their setting, they take it personally, as Schultz does, and they fight in the big companies with all the resources that need to be mustered, and they've got them, and they win. We've got to address that in the United States. And that's why the upsurge is so important. That's not going to change by some enlightened management. That's going to change in pragmatic ways, because the firms that do work with the unions they work with them because they have to, because they're big enough. The unions are big enough and strong enough. And so I think we've got to keep this process going, not so much that we're going to have an epiphany in management philosophy, but we're going to have pragmatic adjustments in management policy practices if we can get there. And I think that, so it's not rocket science what management needs to do to manage in a collective environment. Many of these HR executives who've come through the ranks in the last 30 years have no clue about how to negotiate and how to work with employees in a bilateral way. And so we've got a big training problem inside organizations, but I think we have a bigger problem to put the conditions in front of them where they need to adapt. Thank you very much. So feeding onto that, so we know employers come in all sorts of shapes and sizes, and coming back to compliance and enforcement, Janice Fine, how can we bring small businesses to comply with standards? All right, so I want to talk about small business, but I just want to comment on a couple of things that Tom said, if that's okay, and things that have been coming up. So one thing is, I keep being reminded of, that line in The Clash, the Joe Strummer line, "The future is unwritten." And I think one of the issues with the labor movement, and particularly like unions like SEIU and others in our country, is that they want a guarantee, right, about what the end game is going to be in order to bring, some of these huge employers into an agreement around unionization. And what's so encouraging, at least about Starbucks, is nobody has any idea, right, how the labor movement is ultimately going to win, and it's doing it anyway. And that's what needs to happen, right? They're just, none of us know, right? What is it going to take for Walmart? What is it going to take for Amazon? We're very early on in these kind of in these skirmishes, and it used to be in the US anyway, there was this whole rap about hot shops, right? Like you couldn't organize hot shops because you needed to have a very strategic approach to, starting at the top of the sector. And so when workers were angry, as Tom was talking about, there was this mismatch between, well, was it Tom or was it, that there was this mismatch between supply and demand, right? That there are lots of workers out there that want a union actually, and it's not easy for them to
to access organizations that are going to organize them. And to me, that's one of the biggest problems, right? Is that we have to, if we can't organize workers when they're angry, what are we doing? Anyway, so that's one thing. Okay, small business. So in terms of small business, the way this came up is that a lot of these local offices of labor standards enforcement are spending an inordinate amount of their time dealing with complaints and violations at small businesses. Okay, it's bad, right? Small businesses shouldn't violate the law. On the other hand, many small businesses are owned by BIPOC and immigrant entrepreneurs who have been excluded from access to capital, who have, because of racism in the labor market, have ended up kind of in these enclave economies. And furthermore, are stuck with business models and the lack of capitalization. So a lot of them, you can find them into tomorrow and they can't, that's not going to lead to higher compliance. And so, so the question is like, how do we work with small business? And obviously, right, small business is important for all kinds of reasons beyond just what I'm talking about. Politically, it's a really important block. It both shapes public opinion and many of us, I would say in this room, are looking to opt for small business, right? We want to support small business and particularly, where we eat, retail, but particularly the restaurant sector, et cetera. So what do we do? And so this is a project that we're piloting in Minneapolis to try to figure out whether there's a way to support small business in a way that makes it easier for them to comply with labor law. So how do we do that? Not by lowering standards, right? But the question is, can we both, so there's a couple of observations. One is in most government, state level too, there's this separation between business development and economic development functions on one hand, and labor compliance and the raising of job quality on the other. And the two basically don't meet. And this is particularly true at city level. And so partly what we're trying to do is rebraid those functions so that when a business is getting business support, it's also there's a discussion about labor standards and about job quality, and that those missions are intertwined, and that support, honestly is somewhat conditioned on, whether they're going to be interested and focused on job quality and compliance. The other thing is, when you look at really small businesses, very often they're basically like struggling just to do the thing that they set up their business to do. So we're talking about whether we're calling it the perpetuity project, but the idea is, could we pilot a series of interventions so that there's a permanent back office available to really small businesses? So, and we're starting with electronic payroll and bookkeeping, because we find that a lot of small businesses don't have access to these things, or they're extremely expensive. And so we're starting there, and then we're going to move to access to point of sale, to various HR functions, to accounting. And the idea is that if we can do both the rebraiding so that government is actually together, that the economic development function and the compliance and job quality functions are combined, and then also that there's a back office function so that small businesses are able to do what they do, but get the support that they need. And in that way, particularly for BIPOC and immigrant small businesses, they build up the capacity they need in order to be able to qualify for more capital. So that's the idea. We have no idea if it's going to work. We're just in the piloting phase, but there's been a lot of interest in this project because there is a recognition, particularly on the part of labor standards, that if what you want to do is go after the great white sharks that are setting the terms of degraded employment relations, then you can't have all of your resources focused on small business compliance. So how do you make that shift? Thank you very much. Donc, notre séance plénière tire à sa fin, mais j'ai négocié d'avance un petit délai supplémentaire. Il nous reste 3 minutes.
à notre séance plénière. Puis je voudrais donner le mot de la fin à Lucie Lamarche. Tu as déjà vendu tes punchs au moment de ta première intervention, mais je veux quand même que peut-être que tu nous dises un peu justement dans ces initiatives qui sont déployées par les syndicats, par les employeurs à certains égards en matière de nouvelles formes de sécurité sociale, ces reconfigurations, ces innovations, ces transformations. Est-ce que ça nous mène vers du meilleur travail, vers une possibilité de meilleur travail? Alors, je te laisse le mot de la fin en 2 minutes, 3 minutes max. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais OK. Alors, bon, Better Work, je vais isoler un critère qui m'est apparu vraiment saillant là, en écoutant mes collègues, c'est l'enjeu de l'égalité et de la discrimination. Je pense que la façon dont l'argent circule au travail, hein, je vais le dire comme ça, pas nécessairement dans l'entreprise, mais au travail, et en accordant l'emphase au revenu. Le revenu, en apparence, n'a pas d'identité raciale, n'a pas d'identité de genre, n'a pas de code postal, identité géographique. Alors, il y a un besoin de reconfigurer des décennies de travail et de décisions des tribunaux supérieurs qui ont tiré un avantage ô combien utile du lieu de l'entreprise et du travail. Si le lieu de l'entreprise et du travail fuit à cause du scaling, parce que les initiatives sont locales, ou de l'éparpillement de la main-d'œuvre, télétravail, technologie, peu importe, il m'apparaît, moi, qui viens de là, hein, qui vient d'avant la Charte canadienne des droits et libertés, il faut remettre au centre une conception plus généreuse, peut-être moins légalo-centriste, pas légalo-centriste, de ce qu'est la notion d'équité et d'égalité. Parce que les nouveaux vecteurs dominants, les nouveaux streams dominants risquent de la laminer. Et alors, on va creuser encore plus le gouffre entre les travailleurs organisés, la représentation syndicale et les autres. La colère viendra d'ailleurs et ailleurs est beaucoup plus dépossédée, je dirais, par rapport à ces transformations que les milieux organisés. Donc, c'est un plaidoyer pour une égalité du 21e siècle qui est plus intersectorielle, plus chaotique, mais dans le bon sens du terme. Moins, et voici les 4 critères de la discrimination et les 3 critères de la solution. Donc, plus ouverte, ce qui veut dire qu'il faut reformer les générations d'aujourd'hui et de demain à présenter l'égalité comme une aspiration de justice sociale chaotique. J'aime beaucoup le mot, je trouve, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Voilà. Ben, écoutez, quel merveilleux panel, franchement, quelle générosité. Je pense qu'on peut applaudir vraiment nos 4 panélistes chaleureusement.